Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Ce sera la deuxième vidéo pour introduire le sujet, après la vidéo précédente qui a présenté l'histoire du sionisme. Aujourd'hui, nous allons présenter l'espace géographique dans lequel tout cela se déroule, c'est-à-dire la Palestine d'avant 1948. Posons le décor. Alors il faut savoir qu'avant 1917, ce territoire fait partie de l'Empire ottoman, qui était alors plutôt attaché à la province de Damas, avant d'être administré directement depuis Constantinople, par l'Empire ottoman, à partir de 1870 du fait de son statut particulier de ville sainte. C'est un endroit quand même assez important, ville sainte des Juifs, ville sainte des chrétiens, troisième lieu saint de l'islam, c'est donc un endroit stratégique que l'Empire ottoman va commencer à administrer directement. Il s'agit d'un territoire aux frontières assez floues, pas clairement définies, d'à peu près 25 000 km² qui a été désigné sous différents termes, Palestine, Israël, Terre Sainte, mais également Syrie du Sud, ou encore Judée. Il n'y a pas un sentiment proprement de nationalisme palestinien. Les populations arabes sur place se sentent arabes quand le sentiment de nationalité émerge au XIXe siècle. C'est le nationalisme arabe qui s'y développe, même s'il y a des particularités locales, des particularités culturelles, à la fois parce qu'il y a des lieux saints sur place, à la fois parce qu'on a une plus forte présence d'autres communautés religieuses que l'islam, donc avec un peu plus d'échanges culturels, que les Européens y interviennent de manière plus importante, puisque les puissances occidentales s'intéressent à ce qui se passe ici du fait du statut de lieu saint. Et puis il y a les particularités locales, culturelles, qu'on retrouve dans n'importe quelle subdivision d'un grand ensemble. Par exemple, si vous prenez les régions françaises, même des régions qui n'ont pas un grand sentiment régionaliste, prenons le centre-Val de Loire par exemple, il y a toujours des petites particularités linguistiques, culinaires, etc. Donc on retrouve ces petites particularités en Palestine, mais pour ce qui est d'un sentiment proprement de nationalisme palestinien, ça va émerger plus tard et plutôt du coup en réaction au sionisme, alors qu'avant, il y a un nationalisme, mais plutôt un nationalisme arabe qui est plus large. Ce qui ne signifie pas que ce nationalisme est illégitime, puisque c'est pas parce qu'on fait partie d'un nationalisme plus large que le territoire où on est peut être pris par n'importe qui. C'est un territoire qui historiquement fait l'objet de plusieurs conflits, du fait de son statut de lieu saint, il a été assez disputé, Jérusalem est régulièrement conquise, libérée, reconquise, la ville change globalement une quarantaine de fois de main durant son histoire. Vous voyez que c'est quand même un petit bazar. Et nous, dans cette vidéo, nous allons nous contenter du 19e siècle. On va pas retracer toute l'histoire depuis l'Antiquité de ce territoire, car si on fait ça, ça demanderait de faire une série entière sur le sujet. Alors déjà qu'on aurait pu faire une série de vidéos sur l'histoire de l'antisémitisme, en lien avec notre vidéo sur l'histoire du sionisme, puisque l'antisémitisme a quand même été un facteur important contribuant au sionisme. Et bien, alors si on fait une série de vidéos, à chaque vidéo de cette série, on en a pour 10 ans. On va essayer de terminer ça cette année quand même. Ce territoire est peuplé de différentes communautés religieuses et ethniques. On a donc les Juifs, dont une partie de la population est restée sur place malgré les persécutions qu'ils ont subies sous l'Empire romain, qui s'accentuent notamment lorsque celui-ci se christianise. De même, à l'époque byzantine, il y a des persécutions. Leur sort s'améliore un temps après la conquête arabe de la région en 638, avant de se détériorer. Alors là, c'est assez variable. Ça dépend en fait des périodes, ça dépend aussi de quelles forces militaires musulmanes contrôlent la région. Il y a également les croisades qui viennent bouleverser tout ça. Donc la situation des Juifs évolue en fonction des périodes. On retrouve également des populations chrétiennes présentes ici de manière également ancienne, et puis des installations plus tardives, des musulmans aussi, là aussi avec plusieurs vagues d'installation, et les relations entre ces différentes communautés sont variables. Elles sont parfois assez bonnes, mais il y a des tensions qui demeurent, et qui à certains moments sont plus fortement exacerbées. Et dans le cas des populations juives, en effet, elles peuvent subir de l'antisémitisme, à la fois donc des musulmans et de la part des chrétiens, puisque l'antisémitisme chrétien est quelque chose aussi d'historiquement très fort. Et cet antisémitisme se manifeste parfois également par de la violence. Les musulmans sont dominants politiquement pendant longtemps sur ce territoire. Ils sont, comme c'est dans un empire musulman plus large, l'empire arabe, l'empire ottoman, ils ont des privilèges et légalement, ils sont juridiquement supérieurs jusqu'en 1840. Leur statut est aboli et les juifs et les chrétiens peuvent alors être représentés au sein des institutions locales et leur élite s'intègre à la notabilité locale. Il faut cependant plusieurs années pour que ça se manifeste concrètement sur le terrain
et il y a un sentiment de supériorité qui peut se maintenir dans une partie de la population musulmane, hérité de ce statut supérieur qu'ils avaient pendant longtemps. Malgré cette mainmise turque et cette supériorité des musulmans, les juifs et les chrétiens ont des droits qui leur sont garantis, alors avec parfois des taxes à payer, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais les prêtres chrétiens puis l'ensemble de la communauté chrétienne se voient garantis des droits par la capitulation. Les juifs avec à leur tête un grand rabbin, et donc il n'y a pas de persécution de ces minorités religieuses. D'un point de vue démographique, on a une population dans la région de 470 000 habitants en 1880, dont 24 000 juifs, alors qu'en 1839, ils étaient 10 000 sur une population de 350 000 habitants, d'après le consul britannique, pour un nombre de chrétiens estimé à 30 000. C'était un territoire alors qui était plutôt rural et qui va le rester un moment. Plutôt pauvre parce que l'Empire ottoman est en difficulté, hein, c'est un peu le grand homme malade de l'Europe. Donc il y a un peu un déclin économique, ce qui n'aide pas la situation financière, économique et sociale dans la région. En 1914, cependant, la population a quand même augmenté. Alors on compte alors 712 000 habitants, dont 37 000 juifs, soit à peu près 5% de la population, 594 000 musulmans, qui représentent donc 83%. Quant au reste, c'est essentiellement des chrétiens qui sont 80 000. Globalement, la proportion de juifs dans la période reste stable. Il y a des arrivées qui commencent, on l'a vu donc dans la vidéo sur l'histoire du sionisme, mais on a également des arrivées de populations musulmanes. Ça reste au sein de l'Empire ottoman comme un territoire qui attire des populations. Et en plus, le taux de natalité des musulmans étant à ce moment-là en moyenne plus élevé que celui des populations juives, notamment de ceux qui arrivent d'Europe, ça compense ces évolutions. Donc il n'y a pas de bouleversement des représentations des différentes populations, des différents groupes dans la région durant cette période. Pour ce qui est de la population juive, il faut aussi également prendre en compte la division qu'il y a au sein de cette communauté. C'est pas un groupe homogène. Sommairement, même si on pourrait complexifier les choses, on peut compter deux groupes, deux communautés parmi les juifs. Le vieux Yishuv, composé des juifs qui étaient présents sur place de manière historique, depuis plusieurs générations, plusieurs siècles pour certains. Donc on trouve ceux qui étaient présents là depuis l'Antiquité, des arrivées aussi au fil des siècles de juifs d'Afrique du Nord, du reste du Moyen-Orient, des territoires aussi européens d'où ils ont été expulsés ou quand ils ont fui les vagues d'antisémitisme qui ont marqué l'histoire européenne. Donc on y trouve les Mizraïm et les Séfarades. Et on trouve ensuite le nouveau Yishuv composé des juifs qui arrivent sur place plus récemment inspirés par le sionisme, essentiellement d'Europe, même s'ils arrivaient d'autres régions, notamment donc d'Afrique du Nord et du reste du Moyen-Orient, se poursuivent. Donc là on a ce nouveau Yishuv qui lui est plutôt askénaze, qui a donc des différences culturelles, dans les pratiques religieuses il y a des petites différences, la langue n'est pas la même, et puis il y a toute cette habitude occidentale, et il va y avoir des tensions entre ces deux groupes. Dès le début du XXe siècle, il y a des plaintes exprimées par la population palestinienne auprès de l'Empire ottoman pour protester contre les arrivées de ces nouvelles populations. Cependant, il n'y a pas encore de violence entre les communautés. Cette hostilité est alors essentiellement motivée pour des raisons plutôt socio-économiques et un sentiment de dépossession. On a des achats de terres de la part des populations juives, et donc on a à la fois des Palestiniens sans terre qui travaillaient sur des terres de propriétaires arabes qui sont remplacés du coup par les juifs qui arrivent et qui travaillent eux-mêmes la terre. Cela est accentué par le fait que des employeurs juifs refusent d'employer des Palestiniens pour privilégier les travailleurs juifs. Alors, certains vont quand même employer des Arabes, des Palestiniens, car ceux-ci déjà ont des salaires moins élevés et sont moins revendicatifs. Ce qui provoque des tensions, puisque certains travailleurs juifs voient ça d'un mauvais œil, voyant là une concurrence déloyale, et demandent à ce que ces Palestiniens soient exclus du marché du travail par les employeurs juifs. Il y a également des agressions de travailleurs palestiniens, donc ça crée des tensions. On a également des propriétaires palestiniens qui sont pauvres, endettés, et qui se retrouvent donc obligés de vendre, donc souvent là, à des acheteurs juifs, qui ne sont pas du tout responsables de leur endettement à la base, hein. Soyons bien clairs. Mais ces personnes endettées ressentent de la rancœur de devoir vendre leur terre et considèrent que la personne qui achète est responsable. Même inconsciemment, il y a une rancœur qui se forme. Et si en plus on prend en compte qu'on est dans une période de croissance démographique, ce qui accentue un effet de manque de terre, eh bien l'arrivée des juifs est clairement perçue comme une menace économique. Plusieurs se retrouvent en plus obligés de quitter leur village, leur communauté, ce qui crée un sentiment de déracinement, et donc là aussi plus de tensions. On a également des artisans, des commerçants arabes qui peuvent se sentir menacés par cette nouvelle concurrence. Donc tout ça crée un contexte de tension, mais plus pour des raisons, comme je vous l'ai dit, socio-économiques que religieuses. C'est plus cette concurrence économique qui est mal perçue et rejetée que le juif en tant que tel. Même si ça n'exclut pas totalement des aspects antisémites ou juste des aspects, on va dire, xénophobes, d'un rejet d'un étranger, de quelqu'un extérieur à la communauté. Le fait que cette concurrence se fasse d'un groupe
qui n'est pas de la communauté accentue le rejet. Comme historiquement, on a les discours anti-immigrés, les présentant comme une concurrence sur le marché de l'emploi, des gens qui viennent voler le travail, qu'on avait au 19e siècle, qu'on a eu au 20e siècle et qu'on a encore aujourd'hui. On a les mêmes ressorts qui se retrouvent. Il faut rajouter à cela que pour les Palestiniens musulmans, il y avait, comme je vous l'ai dit, historiquement un statut supérieur. Et inconsciemment, ce sentiment de supériorité peut être présent et donc rendre encore moins acceptable ce sentiment de dépossession pour ceux qui avant étaient inférieurs, qui prennent de plus en plus de place dans la société. Il y a un peu une perte de privilèges qui est mal vécue. Alors pour ces Palestiniens, il y a quand même des choses qui sont faites. On a des indemnités qui sont versées, y compris aux Palestiniens sans terre, qui du coup ne vendent pas leur terre. Le propriétaire, du coup, reçoit de l'argent en vendant sa terre. Quant aux Palestiniens, du coup, sans terre qui y travaillaient, parfois il est indemnisé par les nouveaux arrivants juifs et la puissance britannique va également mettre en place des mesures dans les années 1920 pour les aider. Cependant, ce n'est pas systématique, c'est souvent insuffisant, donc ça n'empêche pas le sentiment de rancœur qui se développe. Et en plus, ça ne prend pas en compte le sentiment de déracinement au-delà de l'aspect financier. On arrive ensuite à la Première Guerre mondiale. Durant celle-ci, les Palestiniens soutiennent d'abord l'Empire ottoman dont ils font partie, avant de rallier la révolte arabe qui se déclenche contre l'Empire ottoman et qui donc appuie l'effort de guerre britannique, et qui se déclenche en échange de la promesse faite par les Britanniques de la formation d'un grand État arabe. La Palestine est conquise par la puissance britannique en 1917, placée sous administration militaire jusqu'en 1920, puis ensuite sous administration civile, et en 1922, les Britanniques obtiennent officiellement le contrôle du territoire dans le cadre du mandat de la SDN. Une partie de l'Empire ottoman est démantelée en mandats qui sont confiés aux Français ou aux Britanniques. Il s'agit là en fait d'une administration gérée par une puissance occidentale, mais de manière temporaire, le temps que puisse se mettre en place l'indépendance de ces territoires. Donc c'est quelque chose qui est censé être du coup temporaire, permettre une décolonisation, mais toujours avec quand même une vision coloniale et paternaliste, où c'est quand même la puissance occidentale qui doit permettre l'indépendance de ces pays et d'avoir un rapport un peu de domination tout de même sur les populations locales. Il y a de longues négociations franco-britanniques durant cette période pour fixer les frontières de ces mandats, et c'est ces négociations-là qui vont fixer les frontières de la Palestine, en excluant notamment la Transjordanie. Et donc on arrive sur un territoire d'à peu près 26 000 km², qui correspond grosso modo à ce qu'on entend aujourd'hui en termes géographiquement lorsqu'on parle de la Palestine ou d'Israël. C'est cet espace-là qui se détermine à ce moment-là. On a également l'émergence, la création officielle de la nationalité palestinienne pour les Ottomans qui vivaient sur le territoire et également pour les Juifs non ottomans qui s'étaient installés là. Ils peuvent demander la nationalité palestinienne à partir de ce moment-là. Ce découpage est considéré comme insuffisant par une partie du mouvement sioniste qui souhaitait un Israël plus grand que ces 26 000 km². Alors les Britanniques avaient fait plusieurs promesses dans cette région. Donc la promesse dont je vous ai parlé aux puissances arabes, avec le grand État arabe qui devait inclure du coup la Palestine et globalement les mandats britanniques et français, et la déclaration de Balfour, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui promettait aux sionistes la formation au moins d'un foyer national juif, voire d'un État juif, et la SDN reconnaît cette déclaration de Balfour, du coup, et reconnaît le fait que les Britanniques doivent travailler à mettre en place un foyer national juif, notamment en travaillant avec les représentants des communautés juives, notamment l'Organisation sioniste mondiale, qui est reconnue comme un interlocuteur officiel. Dans le même temps, les Britanniques sont aussi censés assurer les droits des populations non juives présentes sur place. Au début, malgré quelques hostilités, l'ensemble du monde arabe n'est pas forcément opposé à ces arrivées de juifs. Et on a même des actions communes qui s'organisent, des actions syndicales communes. Il y a des syndicats qui réunissent des travailleurs juifs et arabes lorsqu'ils travaillent au même endroit. On a des grèves communes qui sont menées. On a également des collaborations sur le point de vue économique. On a par exemple un comité mixte d'exploitation d'agrumes, etc. Donc on a une certaine solidarité qui s'organise à la base. Cependant, il y a quand même des tensions. Et des deux côtés, ces coopérations entre juifs et arabes sont mal perçues. Une partie du mouvement arabe, ceux qui sont hostiles à l'arrivée des juifs, qui voient là une menace, vont voir donc dans ces coopérations des trahisons du mouvement nationaliste arabe. Du côté sioniste, certains craignent que ces coopérations créent trop de liens entre les communautés et remettent en cause en fait l'aspect juif du futur État auquel ils espèrent donner naissance. Et qu'au lieu d'avoir finalement un État juif, on a un État multiculturel, avec plusieurs religions reconnues à égalité, et des groupes qui se mélangent. Eux, ils veulent plutôt, en tout cas une partie du mouvement sioniste, préfère avoir vraiment un État juif où les juifs vivent
quand même ensemble. On a également des organisations politiques qui tentent de nouer le dialogue. Par exemple, le Parti communiste a des militants à la fois arabes et juifs, mais ça reste un mouvement qui reste minoritaire à la fois parmi les arabes et parmi les juifs. On a également des négociations avec un accord de partage qui est élaboré, mais en fait cet accord de partage prévoyait donc qu'une partie du territoire aille au grand État arabe qui était prévu et le reste à un État juif. Mais comme le grand État arabe en question ne voit jamais le jour, eh ben ça remet en question le plan de partage ne sera jamais adopté et appliqué. Le nationalisme arabe est alors assez contrarié, le fait déjà de ne pas avoir eu son État, ça crée des rancœurs, des tensions, et du coup en réaction, le nationalisme arabe va avoir tendance à s'exacerber, et donc à avoir une plus forte hostilité envers le mouvement sioniste. L'opposition des populations locales envers le sionisme ne vient pas seulement des musulmans, mais également des chrétiens. Et on a plusieurs protestations communes qui sont adressées à l'administration britannique au début des années 1920. Cependant, à partir de 1925 à peu près, il y a au sein du mouvement nationaliste palestinien une volonté de renforcer l'aspect musulman. Il y a une islamisation du nationalisme palestinien, ce qui fait que progressivement les chrétiens en sont exclus, même si on pourra encore en trouver dans ce mouvement. Les juifs sont alors de plus en plus nombreux à venir durant cette période-là, du début des années 1920, donc pour deux raisons principales. D'abord, les Britanniques ont par leur mandat le devoir de faciliter les installations de juifs, et on a encore une certaine instabilité en Europe après la Première Guerre mondiale. On a pas mal de guerres civiles en Russie, en Europe de l'Est, les révolutions allemandes où il y a des fortes violences, etc. Cette instabilité qui se poursuit, on peut aussi citer la guerre entre la Grèce et la Turquie. Je pourrais faire une vidéo un jour, je pense un jour je ferai une vidéo sur la guerre après 1918. Mais ce contexte-là favorise les immigrations. Donc, par exemple, en Russie, durant la guerre civile, les armées blanches se livrent à des violences antisémites, ce qui pousse à l'exil pas mal de coups de population juive qui fuient ces violences et qui, du coup, là, ont un endroit tout désigné où aller. Alors, par la suite, ça va se réduire, à la fois parce que la puissance britannique encadre ces installations, donc il y a un nombre d'installations par an qui reste limité, et en plus, il y a des difficultés économiques. La communauté juive sur place a du mal à assurer convenablement la subsistance de ces nouveaux arrivants. Il y a des difficultés au développement de l'agriculture, de l'industrie, etc. Donc, à la fin des années 1920, puis après aussi au début des années 30, on a plutôt des vagues de départ de juifs qui sont arrivés sur place, qui n'arrivent pas à vivre correctement et qui repartent. Et donc, à ce moment-là, en fait, le nombre d'arrivées est en dessous des limites imposées par le mandat britannique. Donc, celui-ci, au final, laisse venir globalement quasiment toutes les personnes qui le souhaitent. Cependant, au cours des années 30, le nombre d'arrivées va augmenter de nouveau, notamment après 1933. Vous doutez pourquoi, l'antisémitisme reprend de l'essor, notamment en Allemagne. Bon, c'est là ça se renforçait avec la montée en puissance du nazisme. Une fois au pouvoir, la situation s'empire fortement. L'antisémitisme progresse également en Pologne, donc ça pousse, une nouvelle fois, les populations juives à partir de leur pays. Ces départs sont parfois même souhaités et encouragés par ces États antisémites. Par exemple, l'Allemagne nazie va négocier avec les sionistes pour faciliter les départs de juifs vers la Palestine afin de s'en débarrasser, avant qu'il y ait le plan d'extermination qui se mette en place. Alors ces négociations entre les nazis et les sionistes vont diviser le mouvement sioniste. Négocier avec l'Allemagne nazie, ça plaît pas à tout le monde parmi les juifs, ça peut se comprendre. Et donc globalement, entre 1922 et 1948, le nombre de juifs en Palestine passe de 84 000 à 650 000. En termes de proportion, on passe de 10% de la population de ce territoire à 30%. Donc là, on a vraiment une arrivée qui s'est accélérée et qui commence à transformer la composition religieuse de la population sur place. Et donc, avec cette accélération des arrivées, on dépasse les visas accordés par les Britanniques. Surtout que ces visas ont tendance à se réduire. Après les grèves et les révoltes des années 1936-1939 qui ont eu en Palestine, on en parle tout à l'heure, on va développer sur les violences qui se manifestent contre le sionisme et qui malheureusement vont toucher pas mal les populations juives, qu'elles soient sionistes ou non. Mais du coup, on a donc plus de juifs qui veulent aller en Palestine et des visas britanniques qui se réduisent. Et donc, on a une immigration clandestine qui va se développer, notamment organisée par la Haganah, qui est une branche militaire juive, sioniste, créée en 1921. Déjà, des groupes armés avaient commencé à se mettre en place en 1907, et qui donc a une branche qui va être dédiée à l'organisation de cette immigration clandestine. Alors la Haganah, c'est une des bases de la future armée israélienne. Cette branche avait plutôt une des bases du futur Mossad, donc les services secrets israéliens. Donc on a des arrivées clandestines et qui vont avoir lieu donc à partir de 1936, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après entre 1945 et 1948. Par exemple avec l'affaire de l'Exodus,
Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc les Juifs maintenant présents sur place commencent également à s'organiser, à poser les bases en fait du futur État juif. On a par exemple l'agence juive qui est mise en place, on a l'élection de députés, la mise en place d'un conseil national, un proto-gouvernement, une vie politique également qui se développe. Durant les 30 premières années d'existence de l'État d'Israël, c'est les socialistes également qui dominent, mais également d'autres courants dans le sionisme, et ça j'en ai parlé dans la vidéo sur l'histoire du sionisme, que vous pouvez aller voir. Les achats de terres se poursuivent. Ils trouvent alors donc des vendeurs de plusieurs catégories parmi les vendeurs. D'abord, on a des Syriens et des Jordaniens qui possèdent également des terres en Palestine, puisqu'avant il n'y a pas de frontières, c'était l'Empire ottoman, tout ça. Donc ils pouvaient avoir des terres des deux côtés de la frontière. Maintenant qu'il y a une frontière plus clairement définie, ils vont être tentés pour certains de vendre les terres qu'ils ont de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est des achats possibles. On a également les Palestiniens pauvres, endettés, qui possèdent quelques terres, qui sont obligés de vendre pour des raisons économiques, mais également des grands propriétaires terriens qui voient les prix des achats qui augmentent avec du coup les arrivées de juifs et donc qui ont une demande assez importante de terres, notamment pour tout ce qui est terres cultivables. Et donc voilà une bonne occasion de se faire de la thune. Donc ils en profitent et vendent. Mais malgré ces achats, on a à peu près 6% des terres palestiniennes qui sont possédées par les juifs. Alors 6% de l'ensemble de la Palestine, en sachant que parmi ces 100%, on a des terres qui sont des terres dans des déserts, qui ne sont pas du tout dans des terres cultivables. Mais on a encore une majorité des terres de ce territoire qui sont aux mains des Palestiniens en 1945. On a le développement également de groupes armés juifs, on a une conscription officieuse qui se met en place, donc on a la Haganah, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en 1921, qui sert à la fois à protéger les populations juives, là où il y a des communautés qui s'installent, là où il y a des terres et là où il y a des communautés agricoles, etc. Ces groupes paramilitaires assurent leur protection. Et de l'autre côté, notamment parce qu'on a des milices arabes qui commencent à se mettre en place en réaction, qui agressent les populations juives. Là, on a le développement de la réaction violente progressivement durant les années 1920. Avec de plus en plus une rancœur contre la perte des terres, de plus en plus la peur aussi de se faire déposséder de son pays, d'être minoritaire dans son pays et d'être dominé politiquement par ces étrangers qui, en plus, il y a quelques décennies, étaient encore politiquement inférieurs. Donc c'est mal vécu. À cela s'ajoute également un sentiment occidental, une opposition à la colonisation, donc puisque les violences vont cibler à la fois les Britanniques et les Juifs. Puisque les Juifs qui arrivent pour la plupart, du coup, sont des Juifs occidentaux, européens, donc associés également à cette domination européenne. Donc les deux aspects se mélangent dans l'opposition au sionisme. Cette haine qui se développe est également attisée par certains leaders palestiniens qui voient là une bonne occasion de gagner en influence, donc il y a une exploitation politique de ces rancœurs. On a également la diffusion de clichés antisémites européens, à la fois de la part de certains administrateurs britanniques qui sont antisémites, mais également de l'Allemagne nazie, qui voit là une bonne occasion de faire sa propagande et qui la diffuse donc dans la région. Donc dans ce contexte-là, la violence se développe. On a des émeutes anti-juives, qui comme je vous l'ai dit, sont également accompagnées d'émeutes anti-britanniques. On a malheureusement des centaines de juifs qui seront victimes de violences durant cette période. Ça vire au pogrom et qui visent à la fois donc les sionistes, mais également le vieux Yishuv. Tous ces juifs présents sur place historiquement, qui sont du coup victimes de ces violences, alors que certains ne sont pas du tout sionistes. Certains sont opposés au sionisme. Ils voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces nouvelles populations juives également, qui sont vraiment différentes. Les relations au sein de la communauté juive, comme je vous l'ai dit, sont loin d'être au beau fixe. Mais malheureusement, ils seront mis dans le même panier et subiront les mêmes violences. Ce qui ne veut pas dire que les violences que subissaient les autres étaient justifiées non plus. Mais c'est encore plus injuste pour ceux qui s'étaient également opposés à la raison pour laquelle ils subissent la violence. Mais dans tous les cas, ces violences sont à condamner. Alors au sein de la communauté arabe, de la communauté musulmane, on a des oppositions à ces violences. Certains arabes vont protéger, cacher leurs voisins juifs. On a également le parti communiste arabe qui s'oppose à ces violences, dénonce les appels à la violence, les appels à la haine, mais son audience reste limitée et tout cela ne peut pas empêcher ces explosions de haine, parmi lesquelles on peut par exemple citer la destruction du quartier juif d'Hébron. En réaction, on a une organisation terroriste sioniste qui se met en place, l'Irgun, qui va mener des actions de représailles assez violentes envers les Arabes, y compris parmi les civils, avec du coup entre 200 et 250 civils arabes qui seront tués par les opérations de l'Irgun. À cela, il faut ajouter les victimes qui ont lieu durant les affrontements. Mais bon, là, il s'agit parfois plutôt de combats, vraiment, donc qui ont lieu des deux côtés. Donc là, c'est pas vraiment des victimes civiles, c'est des victimes combattantes. Mais en tout cas, le cycle de la violence et de la haine était lancé et il sera alors difficile à enrayer.
De son côté, la Haganah cherche plutôt quand même à jouer l'apaisement. À la fois parce que bon, ils veulent éviter que les violences deviennent trop importantes, mais aussi pour ne pas trop contrarier l'administration britannique qui veut elle aussi que les choses ne dérapent pas trop. Donc la Haganah laisse les opérations les plus violentes, et notamment celles qui visent les civils, à l'Irgun. Mais du coup, toutes ces violences vont mettre à mal, briser les tentatives de coopération qui s'étaient développées durant les années précédentes. Ces quelques tentatives-là vont être vraiment mises en difficulté pour la plupart, s'arrêter face à ces violences intercommunautés. Donc après, on a les émeutes et les grèves de 1936-1939, grèves anti-britanniques avec refus de payer l'impôt à l'administration britannique, mais également grèves anti-sionistes et malheureusement avec des émeutes qui vont tourner également aux actions antisémites, aux violences et aux pogroms, avec de violents affrontements entre les communautés. Des deux côtés, le bilan va être lourd, avec notamment donc d'un côté les forces de la Haganah et de l'Irgun, les 20 000 soldats britanniques envoyés pour réprimer la révolte. On estime à peu près que le bilan est de 5 000 morts, dont 500 juifs et 120 soldats britanniques, et donc une large majorité d'arabes. Rien que pour l'année 1938, on estime à 1 millier le nombre d'arabes morts, 200 juifs et 70 soldats britanniques. On a également, suite à ces violences, le départ en exil de plusieurs leaders palestiniens, et il y a également des tensions au sein de la communauté palestinienne qui ont vu le jour pendant la période, à la fois avec des guerres de clans, de ceux qui veulent dominer, contrôler le mouvement et d'autres, mais également entre ceux qui voulaient éviter les violences contre les juifs et ceux qui voulaient les exacerber. Donc il y a parfois des représailles envers notamment les Palestiniens qui refusent de pratiquer la violence, voire qui protègent les juifs. Donc entre le départ des leaders de la société palestinienne, les divisions de la société et les nombreux morts et les arrestations, on a une société palestinienne qui ressort très fragilisée de ces 3 années de grève et d'émeutes. Ainsi, le mouvement arabe a été brisé par la répression. Cependant, l'administration britannique souhaite prendre en compte quand même une partie des revendications arabes pour éviter qu'il y ait de nouvelles révoltes. Ils veulent calmer le jeu. Donc ils vont déjà encadrer plus fortement l'immigration juive et donc limiter les visas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui forcément, dans un contexte où les violences antisémites sont de plus en plus graves et importantes en Europe, va avoir des conséquences dramatiques. Ils vont également donner des représentants aux Arabes. Il y aura des institutions pour représenter les populations arabes. Donc les deux communautés ont leur représentation dans le territoire auprès de l'administration britannique. Et il y a des négociations qui également sont menées entre les deux communautés, organisées par l'Empire britannique, afin de trouver une solution. On a par exemple le plan Peel qui est envisagé avec un plan de répartition du territoire avec des déplacements de population pour séparer la Palestine entre un territoire juif et un territoire palestinien, mais ce plan est rejeté par les radicaux des deux côtés, accepté sans enthousiasme par les modérés des deux côtés. Il ne va jamais pouvoir s'appliquer, ça tombe à l'eau. D'autres plans sont envisagés, il y a des négociations. Par exemple, il y a un projet de séparer la Palestine en plusieurs cantons, avec des cantons juifs et des cantons palestiniens, un peu sur le modèle suisse, avec une confédération de ces cantons, avec chacun de l'autonomie pour que chaque communauté puisse un peu gérer ses affaires. Mais là aussi, ce plan ne sera jamais appliqué. Les Britanniques affirment également leur volonté de permettre l'autodétermination de la Palestine, ce qui suscite l'hostilité des sionistes, qui sont encore minoritaires dans la population, qui voient bien qu'ils perdraient la possibilité de former un État juif si une telle décision était appliquée, et qui en plus, ça revient, ça remet en question la déclaration de Balfour, le mandat de la SDN, qui considèrent désormais comme des acquis, et même qui considéraient comme un acquis insuffisant pour eux, en tout cas pour une bonne partie du mouvement sioniste, c'était une base pour aller réclamer plus un État juif sur un territoire après, comme je l'ai dit, il y a plusieurs courants parmi les sionistes, mais pour les plus radicaux, sur un territoire encore plus grand que ce qu'avait donné la SDN. Là, on revient sur ce qui avait été donné à ce moment-là, en tout cas promis à ce moment-là, donc c'est mal perçu. Donc on a une hostilité des sionistes de plus en plus forte envers les Britanniques durant cette période-là. La Haganah qui commence à mener des actions militaires contre les Britanniques. Donc on voit maintenant c'est les sionistes qui étaient avant les Britanniques qui se retournent contre eux. Mais les Britanniques ont des intérêts géopolitiques dans le monde arabe, notamment par exemple en Égypte. Donc ils veulent éviter de se mettre trop à dos ces populations-là, d'où ces concessions également, en plus de vouloir éviter d'avoir trop de révoltes à gérer dans la région. Et là, on a un gros bouleversement qui va arriver. On est en 1939. Vous voyez ce qui arrive? La Seconde Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. Alors, déjà militairement, avec l'entrée en guerre des Britanniques contre l'Allemagne nazie,
la Haganah met fin à ces actions violentes. Ils vont pas continuer de combattre l'armée britannique qui combat les nazis. Pour eux, la priorité, ça reste quand même de combattre les nazis. Donc, ils vont s'engager militairement aux côtés des Britanniques, recruter pour former la Légion juive qui va se battre contre les forces de l'Axe. Et même, il y en a quand même une minorité de la Haganah qui refuse de cesser les attaques contre les Britanniques. On a le groupe Stern qui se forme, qui va continuer de mener des actions violentes et qui va même négocier avec l'Allemagne nazie, ce qui va lui attirer quand même une hostilité d'une bonne partie de la communauté juive. Côté palestinien, la société, ça va également se diviser. Il y a, ce qui est souvent mis en avant, le fait qu'une partie des Palestiniens vont soutenir l'Allemagne nazie. Notamment le grand moufti qui avait dû partir suite aux émeutes de 1936-1939, qui était réfugié en Allemagne et qui va activement soutenir l'Allemagne nazie. Mais, de l'autre côté, plusieurs milliers de Palestiniens vont s'engager militairement contre l'Allemagne nazie aux côtés des forces britanniques. Ainsi, il y a 4000 Palestiniens aux côtés de 10 000 Juifs dans le régiment palestinien mis en place par les forces britanniques et qui vont donc se battre contre l'Axe. Donc c'est loin d'être aussi simple que c'est souvent affirmé. Souvent on met en avant uniquement, en tout cas de la part de ceux qui veulent s'opposer à la cause palestinienne et soutenir la cause sioniste, la cause israélienne. Ils mettent en avant le fait que les Palestiniens auraient massivement collaboré avec l'Allemagne nazie, que le grand moufti qui représentait les Palestiniens était un fervent soutien de l'Allemagne nazie. Il y a une part de vrai, mais c'était loin de faire l'unanimité au sein de la communauté palestinienne et la présenter du coup comme des pro-nazis dans leur ensemble, c'est fortement injuste et faux. Alors la Palestine en plus à ce moment-là, c'est un territoire qui est stratégiquement important vu sa position géographique dans le cadre du conflit. Donc il y a de fortes présences militaires. Il y a également l'activité économique qui se développe du fait des besoins de l'effort de guerre. Donc c'est une période quand même assez importante pour la région. Et dans le même temps, durant toute cette période-là, il y a toujours existé des partisans des deux côtés d'un État commun pour les Juifs et les Palestiniens, qui mettraient sur un pied d'égalité les Arabes et les Juifs, mais ça a toujours resté des mouvements minoritaires qui n'ont jamais pu peser réellement politiquement pour faire aboutir les solutions de compromis. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo. Vous pouvez commenter également pour dire ce que vous en avez pensé, apporter des compléments, des nuances. Pas d'insultes s'il vous plaît, je sais que ça reste un sujet très clivant. Que vous soyez pro-palestinien ou pro-israélien, évitez d'insulter l'autre. Tout propos antisémite ou justifiant des crimes contre l'humanité, quel que soit le camp qui les a commis, ne seront pas acceptés et seront supprimés. S'il vous plaît, soyons cordiaux, essayons de discuter dans le respect de chacun. Au revoir tout le monde!